Et je vais poursuivre sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Catherine et Yves, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Juste un mot finalement pour conclure sur ce voyage de Justin Trudeau aux Bahamas. Joël Denis, est-ce que le Canada en fait assez pour Haïti? Le Canada affiche la plus grande prudence. Il y a beaucoup de pressions qui sont exercées par les Américains pour que le Canada prenne la tête d'une force multinationale, mais le Canada n'est pas prêt à faire ça parce qu'il n'y a pas de consensus, comme vous le savez, en Haïti. Et M. Trudeau consulte beaucoup la diaspora haïtienne à Montréal pour savoir qu'est-ce qui serait aussi la meilleure voie à suivre, et notamment le député libéral Emmanuel Dubois, qui est d'origine haïtienne et qui aussi mène des consultations. Donc, M. Trudeau résiste aux pressions, ne veut pas commettre les mêmes erreurs du passé à cet égard, parce que souvent on est arrivé avec nos gros sabots en Haïti, on a tenté de rétablir l'ordre, on est reparti, et voilà, le désordre est revenu au grand galop. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, et je peux comprendre la prudence de M. Trudeau à cet égard. Oui. On va parler des dissensions au sein du caucus libéral au sujet du projet de loi C-13 sur les langues officielles. Ça s'est poursuivi de plus belle cette semaine. On dirait même que ça a empiré. Il y a même un ministre, Mark Miller, qui menace de voter contre le projet de loi C-13. Catherine, est-ce que Justin Trudeau est en train de complètement perdre le contrôle de son caucus au Québec? Oui, carrément. Et je pense que, justement, c'est le symptôme d'une fin de règne, finalement. Et là, on en a vraiment un très bel exemple parce que là, on parle d'environ une dizaine de députés libéraux à Montréal, évidemment, qui vont possiblement voter contre. Pour l'instant, bon, ils disent qu'ils vont voir la version finale du projet de loi, mais dans les faits, avec les amendements qui sont là actuellement, qui ont été adoptés par les partis d'opposition, ils disent que c'est inacceptable, qu'ils ne peuvent pas appuyer ce projet de loi-là dans sa forme actuelle. Et vous l'avez bien mentionné, Mark Miller, là, qui peut-être a oublié la responsabilité ministérielle et qui, voilà, devra démissionner s'il vote contre, en fait, C-13. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça, mais je trouvais que le Bloc québécois avait une belle formule en période de questions. Il parle de la West Island Story. Moi, ça m'a bien fait rire. Grand opéra tragique qui se poursuit de jour en jour aux communes. Anjali Housefather se plaint aussi que le Bloc québécois et le Parti conservateur sont en train de dénaturer le projet de loi. Il y a encore 6 ou 7 journées de débat. Yves, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire adopter cette loi-là avant la pause de l'été? Parce qu'on peut se poser la question quand même. On peut se la poser très sérieusement, cette question-là, parce que vous savez, pour revenir sur Mark Miller, quand un ministre songe peut-être à défier un propre gouvernement, il y a 2 raisons. Soit qu'il veut mettre fin à sa carrière politique, ou soit qu'il a une forme de permission de le faire. Parce que on peut comprendre que les amendements qui ont été présentés par les partis d'opposition déplaisent énormément au gouvernement Trudeau. Alors, est-ce qu'on a la permission de mettre certaines choses en doute et ainsi retarder l'adoption de ce projet de loi? Parce que vous savez, dans moins de 2 semaines, le 1er mars, ça va faire 1 an que ce projet de loi a été déposé. Ça fait 9 mois, ça va bientôt faire 9 mois que la 2e lecture a été franchie. Alors là, on a l'impression que tout s'étire. Est-ce qu'on va vouloir étirer ça jusqu'à la prochaine élection et que le projet de loi meure au feuilleton? Ben, moi, je pense que ça pourrait être une possibilité. Joël Denis, il y a aussi la députée Lambropoulos qui fait partie de la fronde contre C-13. Je veux vous entendre sur un article qu'a écrit une de vos collègues aujourd'hui, Mélanie Marquis, dans la presse. Vraiment, c'est pas élogieux sur Mme Lambropoulos. Ça parle de son éthique de travail. Expliquez-nous le contenu de cet article et l'impact que ça peut avoir sur le gouvernement Trudeau. Oui, en fait, c'est ma collègue Mélanie Marquis qui a trouvé, en fait, que Mme Lambropoulos est allée à quelques reprises en Grèce pendant l'été, notamment pendant la COVID-19, donc pendant la pandémie en 2021. Elle a passé, selon le rapport qui a été soumis au commissaire à l'éthique, 6 semaines en Grèce consécutives. Donc, ça fait en sorte qu'on se pose des questions dans sa propre circonscription sur son éthique de travail et ça fait sourciller plusieurs. Il y a de la grogne au sein de sa propre circonscription et ça pourrait être un prétexte utilisé par le whip du gouvernement, Stephen McKinnon, pour peut-être
lui imposer une certaine mesure disciplinaire ou peut-être lui montrer la porte de sortie parce que Mme Lambropoulos a été quand même un boulet au pied du gouvernement en faisant des déclarations controversées sur le projet de loi sur les langues officielles. Elle a même nié qu'il y avait un problème de déclin du français au Québec et à travers le pays. Donc, c'est pas nécessairement une députée qui apporte, je vous dirais, des heures glorieuses au gouvernement. Au contraire, elle est devenue un boulet pour le gouvernement. Oui, c'est ça. Essentiellement, oui. Oui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Mme Lambropoulos n'était pas le choix de M. Trudeau lorsqu'il y a eu une partielle en 2017 dans cette circonscription de Saint-Laurent pour remplacer Stéphane Dion. C'était Yolande James. Elle a perdu, Mme James, l'Assemblée d'investiture, de sorte que c'est un peu une révolte des militants contre l'establishment qui a fait en sorte qu'elle s'est faufilée vers la victoire, mais n'empêche, ce n'est pas nécessairement à l'avantage du gouvernement de garder Mme Lambropoulos à bord, même si c'est un gouvernement minoritaire, parce que ça lui cause plein de maux de tête à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. Il faudra voir pour son avenir. Il y a eu des développements cette semaine relativement au chemin Roxham en Montérégie, Ottawa, qui redirige maintenant les migrants vers l'Ontario. Plusieurs se demandent, Catherine, pourquoi ça a pris autant de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que là, le premier ministre Legault, en fait, prend le taureau par les cornes et il va parler lui-même à l'ambassadeur américain au Canada. Il parle, lui aussi, au maire, finalement, américain. Et puis, justement, il a pris la situation en main. Alors, le gouvernement fédéral, je crois, n'avait pas le choix de réagir et de vraiment, en fait, démontrer qu'effectivement, depuis quelque temps, il y a de plus en plus de migrants qui sont redirigés vers l'Ontario, par exemple. Ça semble satisfaire Québec pour l'instant. Mais franchement, je trouve aussi, et travaillant dans un média anglophone, on commence depuis peu à s'intéresser au chemin Roxham. Là, on dirait qu'on n'était pas au courant que c'était en train de se produire là, au Québec. Alors vraiment, là, je trouve que c'est un enjeu qui, oui, n'est pas nouveau, mais qui vraiment a pris de l'ampleur. Puis on dirait que de plus en plus de personnes en prennent connaissance. Ouais. Parce qu'il y a eu aussi cette publicité du Bloc québécois assez controversée, affirmant que le Québec n'est pas un tout inclus pour les passeurs, pour les migrants finalement qui entrent par le chemin Roxham. On a senti, Joël Denis, que le Bloc québécois est un peu sur la défensive à la suite de cette publicité-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça s'est un peu retourné. On pensait faire un beau clin d'œil en disant que c'était pas un tout inclus le Québec, mais sauf que ça s'est retourné contre le Bloc québécois. Et le gouvernement s'en est servi. Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine et bulletin politique de Justin Trudeau au Québec, s'en est bien servi cette semaine pour attaquer le Bloc sur cette question. Ça demeure une épine dans le pied du gouvernement, le chemin Roxham. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on voit aussi un nombre croissant de gens passer par la frontière. Et en fait, il y a un réseau de passeurs à l'heure actuelle qui profitent largement de ça. Et il y a même des informations comme quoi des policiers et des agents douaniers américains participeraient à ce réseau de passeurs, mais il y a le maire de New York qui a acheté des billets pour des gens. Donc, c'est devenu un problème embarrassant. Et il y a une tolérance au sein de la population qui pourrait peut-être être mise à rude épreuve en raison de ces manchettes qui sont pas forcément très glorieuses pour le gouvernement. Donc, il y a quelque chose à faire et je trouve ça intéressant que Catherine le mentionne. Maintenant, on en prend connaissance ailleurs au pays parce que on est en train de rediriger ces gens-là vers l'Ontario. L'Ontario, il va savoir que ça coûte quand même des sous pour héberger ces gens-là. Point de vue des garderies, point de vue, s'ils n'ont pas de permis de travail, il faut leur donner de l'aide sociale. Donc, il y a une facture associée à ça et le gouvernement de François Legault a montré qu'il avait perdu patience. Oui, voilà. C'est ça qu'il y en avait assez, parce que jusqu'à maintenant, c'était un problème plus local au Québec, mais là, ça s'étend à la grandeur du Canada. Parlons de la démission, je dirais surprise, de la grande patronne de la GRC, Brenda Lockey. Elle a annoncé sa retraite juste avant le dépôt du rapport Rouleau. On a appris aujourd'hui que ça allait être demain, finalement. Yves, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet par rapport à la démission de Mme Lockey, vous pensez? Assurément. Vous savez, en politique, là, il n'y a pas de coïncidence. Et le fait qu'elle annonce sa retraite, justement, mercredi, juste avant le dépôt de ce rapport, ça veut dire quelque chose. Parce que Mme Lockey a peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas compris, c'est que quand on dirige un corps policier, on ne fait pas que de la gestion. On fait aussi de la politique, surtout un corps policier aussi gros que celui de la GRC. Et Mme Lockey n'avait peut-être pas nécessairement ce qu'il fallait pour nager là dans des eaux infestées de crocodiles. Alors, elle se retrouve avec des problèmes de communication. Ses témoignages tant à la commission Rouleau qu'à la commission d'enquête là, sur la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse. Elle n'a pas impressionné personne. Elle avait perdu beaucoup de plumes. Alors, c'est pas étonnant.
qu'à la veille du dépôt du rapport Rouleau, elle annonce qu'elle quitte parce que de toute façon, il aurait été étonnant que son mandat soit renouvelé en mars. Oui. Catherine, vous vous attendez à quoi avec ce dépôt de ce rapport demain? En fait, je pense qu'on va venir répondre à la question principale, la raison pourquoi on a eu cette enquête et cette commission. Est-ce que le gouvernement Trudeau a bien fait, est-ce que c'était justifié finalement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence? Moi, je pense que, déjà, on a établi le fait que le gouvernement fédéral n'a pas vraiment eu à payer un prix politique jusqu'à maintenant. Maintenant, on a un juge, quelqu'un de neutre, qui va venir répondre à cette question-là. Donc, vraiment, je vais surveiller, quelles sont les recommandations. Est-ce qu'on va recommander de modifier la loi, par exemple, sur les mesures d'urgence ou d'en créer une nouvelle? Et vraiment, on va voir aussi, là, s'il y a des petites tapes sur les doigts, là, peut-être aux forces policières et peut-être même à Brenda Lucki, c'est ce qu'on verra demain. Joël Denis, qu'est-ce que vous allez surveiller demain? Bien, justement, s'il y aura des blâmes qui seront distribués, je pense que le corps policier d'Ottawa n'a pas été à la hauteur de la tâche. Ça, c'était manifeste. Il y avait un problème de leadership, un problème de compétence, et je pense que ça va être relevé dans le rapport final. Maintenant, le témoignage de Justin Trudeau à la fin des audiences des commissions, je pense, a été assez percutant, et je pense que ça va avoir eu un effet persuasif. Je pense qu'il va avoir convaincu le juge que le gouvernement était justifié dans les circonstances d'invoquer cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait non seulement une menace à la sécurité nationale en raison de l'occupation illégale du centre-ville, mais aussi une menace à la sécurité économique. Je vous parle du pont Ambassador entre Windsor et Détroit. C'est un lien économique névralgique entre le Canada et les États-Unis, et il y avait une crise là, il fallait la régler. Donc, je pense que le gouvernement va passablement bien s'en sortir. C'est du moins ce qu'on me raconte en coulisses. On est confiant de ne pas se faire taper trop sur les doigts. Yves, je vais vous laisser, le mot de la fin là-dessus sur le dépôt du rapport Rouleau demain. Ouais, peu importe les conclusions du juge Rouleau, Justin Trudeau a déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Alors là-dessus, il peut être tranquille parce que même s'il recevait un petit blâme, l'opinion publique est de son côté. C'est vraiment, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est bien davantage la police d'Ottawa qui doit pas avoir hâte à demain parce que j'ai l'impression que la police d'Ottawa va passer une très mauvaise journée. Évidemment, on va suivre ça de très près demain à CEPAC. Joël Denis, Catherine, Yves, qu'on retrouvait de façon virtuelle. Merci à vous trois. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.